Et donc je vais demander à Philippe Châtelard sur ce même sujet de nous parler d'un problème qui survient sur ces fistules, qui est le vol hémodynamique. Monsieur le Président, Messieurs les modérateurs, chers maîtres et chers collègues, effectivement, les fistules sont, c'est pas tout à fait nouveau, bien sûr, puisqu'il s'agit de traiter nos patients insuffisants rénaux, mais les complications en sont pas très connues, comme les sténoses. Les hyperdébies et les vols en sont une des questions. La situation de ces patients insuffisants rénaux a changé depuis la création de la publication de Brescia avec cette fistule native radiale qui permet d'avoir des veines superficielles de l'avant-bras et du bras rapidement fonctionnables et permettant l'épuration dans de bonnes conditions. Ces fistules natives s'opposent actuellement aux prothèses et aux cathéters centraux de par l'importance, la fréquence de leur thrombose et surtout de l'infection. On comprend d'ailleurs ça très bien avec l'évolution et les perméabilités durables des accès natifs des fistules artério-veineuses au bras ou à l'avant-bras. À tel point d'ailleurs que les Américains, qui étaient très friands d'une chirurgie rapide avec mise en place d'une prothèse rapidement piquable, ont désormais changé leur fusil d'épaule, s'appuyant sur les recommandations de la KDOQI, la société qui permet de donner un certain nombre de recommandations en chirurgie de l'accès vasculaire, soulignant et la difficulté de ces accès vasculaires, c'est-à-dire des reprises qui ne sont pas négligeables, mais des accès qui sont durables et qui épargnent les thromboses et les infections et les situations d'urgence chez ces patients insuffisants rénaux. Alors, qu'est-ce qu'une fistule artério-veineuse ou qu'est-ce que demande le néphrologue? Tout d'abord, un abord qui soit rapidement utilisable, que l'on puisse ponctionner 3 fois par semaine, avec un débit suffisant, le débit idéal variant de 500 à 900 ml/min, et un débit de fistule qui soit bien entendu pas trop important, rapporté au débit cardiaque, c'est-à-dire qu'il soit de moins de 20% RCP, dont on reparlera, de moins de 20%, évitant les complications, car le risque, c'est bien sûr un certain nombre de complications que nous allons voir, et il ne doit pas y en avoir chez ces patients dialysés. Le néphrologue redoute toutes ces complications. La thrombose, bien sûr, les sténoses dont on vient de parler, l'infection, mais celle qui nous intéresse ici, c'est l'insuffisance cardiaque, c'est l'ischémie neurologique ou avec le trouble trophique distal, les vols et le développement des anévrismes. Eh bien, pour apporter une définition nette de ce qu'est un vol ou un hyperdébit, c'est excessivement difficile, mais ce qu'il faut noter, c'est finalement le pendant clinique, c'est-à-dire la survenue d'une ischémie grave de la main, la survenue d'une insuffisance cardiaque ou d'un anévrisme veineux. Quoi qu'il en soit, tout cela apparaît avec des débits de fistule qui sont de plus de 900 ml/min. Il en va ainsi du vol physiologique. Vous voyez ici une fistule radiale, latéro-latérale. Vous voyez ici le côté proximal de l'artère radiale, le côté distal, et vous voyez ici l'aspiration. Il s'agit bien d'un vol, mais celui-ci existe dans 20 à 75% des cas, et il reste asymptomatique s'il n'y a pas d'artériopathie distale, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'ennui sur l'arcade palmaire sous-jacente. Tout à fait différent. Vous voyez ici une arcade palmaire très altérée avec une artériopathie digitale. Eh bien, on comprend bien, et selon le schéma de Wixom dont on reparlera dans quelques instants, eh bien que quand il existe une artériopathie, quand la fistule a un débit trop élevé ou qu'il n'existe pas de collatéral, eh bien qu'il risque d'y avoir des complications distales, notamment trophiques. Elles ne sont cependant pas que trophiques et on peut dire qu'il existe également des hyperdébits avec des composantes cardiaques lorsque le débit de la fistule est de plus de 1,5 litre par minute et avec un rapport débit de fistule sur débit cardiaque de plus de 20%. Cet hyperdébit peut expliquer un certain nombre de complications, c'est ces œdèmes du poumon qui restent inexpliqués chez les patients, c'est bien sûr des épisodes respiratoires et notamment infectieux que l'on ne comprend pas. À cet égard, les cardiologues sont désormais dans la sphère de ces patients dialysés, car ils sont surveillés assez régulièrement, avec notamment évaluation du débit cardiaque qui désormais peut se faire par échodoppler, avec donc une technique non invasive et qui permet d'avoir de façon assez précise le débit cardiaque. Et nous reparlerons plus tard du débit de la fistule. Parce qu'une fistule artério-veineuse, ça crée bien sûr une hypertrophie, une cardiopathie hypertrophique qui est physiologique, qui est une réponse
bien adapté à l'augmentation du débit. Cependant, cette hypertrophie peut être très variable selon les patients. Elle peut être de façon régulière, concentrique, excentrique. Et si la fistule participe à cette hypertrophie, il existe d'autres phénomènes qui doivent être jugulés à la fois par le cardiologue et le néphrologue. Il s'agit de la surcharge hydrosodée, de l'hypertension et de l'importance de l'anémie. Un facteur important en dehors de ce débit de fistule sur le début cardiaque, c'est l'existence ou non d'une hypertension artérielle pulmonaire, qui, si elle est supérieure à 35 mm de mercure, eh bien, peut entraîner très rapidement la suppression de cette fistule en raison d'une augmentation nette de la mortalité que l'on trouve chez ces patients. Il a ainsi été délivré un certain nombre d'algorithmes. Je vous soumets celui-ci qui vient de l'école de Rouen, qui est assez simple et qui permet, dans le cadre d'hyperdébit, eh bien, si le hyperdébit est symptomatique, c'est-à-dire avec des signes d'insuffisance cardiaque, il faut réduire très rapidement le débit, soit en fermant la fistule, soit en appliquant un certain nombre d'interventions dont on reparlera un petit peu plus tard. Si ça reste asymptomatique, eh bien, si l'écho cardiaque, il y a une augmentation très nette des cavités avec une diminution de la fraction d'éjection, il faut également réduire le débit. Et puis, s'il y a une hypertension pulmonaire, eh bien, il faut réduire le débit. Le reste reste une histoire de surveillance. On s'aperçoit donc que l'hyperdébit, qui est facilement calculable, avec l'aide d'un écho-doppler cardiaque secondaire, eh bien, on peut avoir un algorithme décisionnel pour ces hyperdébits. Ces hyperdébits ne sont pas que cardiaques, ils peuvent être généralisés, vous les connaissez tous, ils surviennent bien sûr avec des facteurs prédisposants, une athéromatose diffuse, et c'est quand même souvent le cas chez ces patients diabétiques qui ont des lésions plurifocales, et toujours avec un débit de fistule trop important en rapport avec son débit cardiaque. Et on retrouve bien sûr ces ischémies mésentériques, avec des patients qui partent pendant les séances de dialyse, c'est-à-dire qui présentent des ischémies majeures intestinales, ces insuffisances coronariennes, ou bien ces dégradations d'artériopathie des membres inférieurs qui existaient et qui sont passées sur le versant critique. C'était l'hyperdébit. Qu'en est-il de l'ischémie de la main? On peut assez rapidement éliminer ces lésions neurologiques monomyéliques qui surviennent de façon très précoce, de mécanismes particuliers, et rester sur ces troubles trophiques qui existent, pour lesquels on retrouve à chaque fois des facteurs favorisants. Il s'agit de patients soit précaires, c'est-à-dire un état cardiaque et hémodynamique peu médiocre, une artériopathie dont on a déjà parlé. Il s'agit de cas de fistule proximale, c'est-à-dire plus au pli du coude qu'au poignet, et il s'agit souvent de femmes, rarement de défauts techniques. Que fait-on dans ces signes d'ischémie avec troubles trophiques? Très rapidement, il faut bien sûr une exploration fonctionnelle vasculaire périphérique. Il s'agit d'explorations qui doivent être réalisées par des gens avertis. Ce sont nos collègues angiologues qui y passent beaucoup de temps. Il faut donc des gens très motivés parce que ça nécessite 40 à 45 minutes d'examen afin de déceler la meilleure stratégie secondaire. Quoi qu'il en soit, on voit que l'index de l'artère digitale par rapport à l'artère humérale est abaissé à 0,6 avec des pressions distales qui sont toujours inférieures à 50 mm de mercure. La plétismographie, pour mémoire, permettrait de montrer qu'il peut s'agir plus d'un vol que d'une artériopathie, mais elle n'a pas de place dans une stratégie habituelle clinique. Cette exploration fonctionnelle vasculaire qui va donc être réalisée va essayer de dépister, comme le disait Lydie Steinmetz, et les sténoses artérielles et les sténoses veineuses, les directions des flux, et on fera donc attention, devant un anévrisme, de ne pas se focaliser sur un éventuel hyperdébit, car dans ce cas-là, il ne s'agit pas d'un hyperdébit, mais bien d'une sténose centrale, comme elle vous a montré tout à l'heure, qui pourra faire l'objet d'une dilatation. Comme dans l'artériopathie des membres inférieurs, ces vols peuvent être classés, et on voit que les deux premiers stades sont des stades fonctionnels, et les deux derniers des stades d'ischémie critique, qui peuvent amener à une conduite à tenir, qui est celle dans des cas simples d'un traitement conservateur, et par contre dans les cas très graves d'une rapide libération de la fistule, plus ou moins l'amputation distale. Qu'en est-il des stades intermédiaires, finalement les plus fréquents? C'est les douleurs de repos, c'est les troubles moteurs qui peuvent apparaître, et des nécroses qui restent encore limitées. C'est l'écho-doppler qui va nous le dire, à la recherche soit d'une sténose artérielle centrale, soit d'une sténose d'artère cubitale. Vous voyez ici
une sténose du tronc artériel de l'artère sous-clavière qui a pu être dilatée, permettant de lever cette situation. Et puis également, sur une fistule radiale, vous voyez l'artère radiale qui est ici, la veine radiale, et une artériopathie cubitale qui peut faire l'objet d'une dilatation permettant la récupération d'une arcade palmaire et la disparition de l'ischémie distale. S'il n'y a pas de lésion artérielle proximale à l'échodoppler, eh bien il faut aller jusqu'à l'étude du flux, c'est-à-dire l'étude du débit de la fistule. Cette étude peut être faite par des appareils qui utilisent soit la concentration du dialysat, soit la mesure de dilution thermique, ou bien les variations de vitesse ultrasonique. Ça nécessite cependant une inversion des lignes, ça a un coût, et ça expose aux accidents du sang, et c'est rarement utilisé en pratique courante. Ce qui est plus utilisé, c'est la calcul d'emblée du débit de fistule par des opérateurs entraînés, et qui permet de retrouver ce débit, qui peut aller donc de 500 à 1600 millilitres minute. Si la fistule, s'il y a un vol vasculaire distal avec un vol ou des troubles trophiques avec une fistule distale et un flux qui est peu important, eh bien, il peut être proposé donc une section de l'artère radiale distale permettant d'enlever ce vol qui était physiologique pour certains et qui est dans ce cas-là pathologique. Si au contraire, le flux est plus important et que la fistule est proximale, eh bien, on supprime ce vol en liant l'artère humérale juste en aval de la fistule et en faisant un pontage, en veine le plus souvent, sur les artères antébrachiales. Un pendant de cette intervention consiste à faire un pontage directement, proximaliser l'anastomose artério-veineuse, laissant le flux se diriger dans le réseau antébrachial. Ça répond tout à fait au schéma de Wixon dont on a parlé il y a quelques instants et qui permet de montrer que ce qui est essentiel, c'est de ne pas toucher à la fistule. On lie l'artère juste en aval, on laisse les collatérales en place et on revascularise secondairement l'avant-bras. Vous voyez ici un exemple de revascularisation par drill. Le haut est ici, le distal est ici. Vous voyez la fistule qui n'est pas touchée. L'anastomose du pontage proximal est ici, bien en amont de la fistule. Le pontage distal arrive là avec la ligature qui est juste en dessous. Et ça, c'est le lit d'aval qu'on voit bien, effectivement, qui est le siège de lésion athéromateuse diffuse. Vous voyez ici un contrôle radiologique avec le pontage qui est mis en amont de la fistule proprement parlée, la ligature et le pontage qui rétablit le flux distal en antébrachial. Si cette fois-ci, il y a toujours des troubles trophiques et le débit est très important, c'est un hyperdébit, que fait-on? Et l'hyperdébit, dans ce cas-là, joue également sur l'hyperdébit cardiaque. Ce n'est pas que les complications au niveau de la main. Eh bien, il peut être proposé soit le banding dont on va parler, soit ce qu'on appelle une distalisation de la fistule artério-veineuse, c'est-à-dire que la fistule va être appliquée sur une artère, cette fois-ci de plus petit diamètre. Le banding dont vous avez bien sûr entendu parler a par contre de gros inconvénients. C'est que si on applique la loi de Bernoulli, on comprend très bien que pour réduire le calibre de façon importante, eh bien, il faut réduire le calibre du vaisseau de plus de 80%. Ça nécessite donc un contrôle, le plus souvent par débimétrie, celle-ci reste imprécise et pas très facile à appliquer, contrairement à ce que voulait nous montrer cette publication qui permettait de faire une ligature sur un ballon mis en place dans la veine, calibré, par exemple ici à 3 mm, et on faisait une ligature sur ce ballon permettant d'avoir un objet de friction et permettant de diminuer ce calibre. Ça a deux écueils. Le premier, c'est qu'on s'expose à des thromboses si on serre trop, et au contraire à une efficacité si ce n'est pas assez serré. Et sur cette étude qui est très récente, qui est publiée en 2015, sur un nombre important de bandings qui ont été faits, eh bien, au-delà d'un an, le résultat est totalement nul. C'est-à-dire que ça rend peut-être service de façon très transitoire, mais au-delà, ça ne sert pas. C'est pour cela qu'un certain nombre de personnes, dont Bourkelot, qui est le chef de file de ces accès vasculaires, a montré que la distalisation de l'anastomose artério-veineuse était importante, utilisant ici l'artère radiale distale, ou bien en descendant l'anastomose par pontage, soit par greffe veineuse, soit par greffe prothétique. Et ces deux interventions répondent tout à fait à la loi de Poiseuil, qui montre qu'en fait, le plus important dans cette équation, c'est-à-dire dans le débit de fistule, eh bien, il s'agit du rayon, c'est-à-dire du diamètre de l'artère donneuse, et à la puissance 4. Ça veut dire que le plus important, ça va être celui qui va donner le sang au niveau de cette fistule. Pour conclure,
Sur cette fistule, avant de parler d'une petite particularité, eh bien, le risque de ces hyperdébits et vols existe si la RCP, c'est-à-dire débit de fistule sur débit cardiaque, est de plus de 20%. Il dépend bien sûr de la fistule et du débit cardiaque et de l'état cardiaque initial. Il faudra donc dépister assez régulièrement ce débit cardiaque. Il sera important si la pression diastolique, s'il existe une hypertension artérielle pulmonaire au repos, si le débit de fistule est de plus de 2 litres, et bien sûr par minute, et s'il y a des lésions artérielles périphériques. Alors, existe-t-il une intervention idéale? Eh bien, pas de banding, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est les 2 interventions qui sont les plus souvent pratiquées, c'est-à-dire une distalisation de l'anastomose ou au contraire un drill avec un pontage sous-jacent. Quelle est donc la stratégie pour éviter ces vols? Eh bien, comme on vous le disait, faire une fistule native, la prévoir très tôt, le plus distal possible. J'en ai pour quelques instants. Avoir un angiologue qualifié qui peut nous dire très rapidement, bien en avance, quelle veine on va pouvoir utiliser. Et notamment ici, vous voyez ici qu'une veine paraissait tout à fait correcte pour la fistule. Eh bien, il existait des fibroses qui permettaient de ne pas utiliser, enfin qui indiquaient de ne pas utiliser cette veine au pli du coude. De voir que même chez les patients un peu forts, eh bien, même les petites veines peuvent se développer si on la prévoit suffisamment tôt. Il s'agit d'une fistule radiale. Qu'il ne faut artérialiser que la veine concernée, on ne coupe pas sur un M veineux, on ne prend que la veine céphalique ou la veine basilique et on ne fait pas d'anastomose latéro-latérale, qu'on fera les anastomoses humérocéphaliques et la superficialisation en 2 temps, permettant d'éliminer les collatérales qui sont le siège de vol, qu'on surveillera de façon très précoce, bien sûr pour voir les thromboses, les défauts de maturation, mais surtout pour repérer les ischémies ou les neuropathies précocement apparues. Et j'aimerais pour finir attirer votre attention sur les fistules artéroveineuses et les coronaropathies existantes. C'est-à-dire, qu'en est-il de l'éventuel vol mammaire dans l'utilisation des fistules pour dialyse? Vous voyez ici un tir ultrason réalisé sur une artère mammaire qui est artérialisée sur les coronaires, et on voit que quand la fistule est perméable, il existe bien sûr un aspect diastolique conservé, mais quand on comprime la fistule, il y a une libération de cela. Donc on voit bien qu'ici, il y a un vol sur cette artère mammaire par la fistule. Alors les 2 questions à se poser, c'est peut-on utiliser le greffon mammaire quand il existe déjà une fistule? Il y aurait peut-être une solution si on enregistre l'artère vertébrale qui est juste en face de l'artère mammaire, et vous voyez ici que lors de la compression de la fistule artério-veineuse, l'artère vertébrale ne change pas son flux diastolique, et très probablement on pourrait utiliser la fistule de ce côté. On pourrait utiliser la mammaire du côté de la fistule, ce qui n'est pas du tout le cas ici, parce qu'on voit qu'une fois la compression, une fois la fistule comprimée, eh bien une grande restauration du flux vertébral, ce qui témoigne du vol éventuel de la fistule. Et dans l'autre sens, en revanche, est-ce qu'il existe déjà un greffon mammaire? Est-ce qu'on peut faire une fistule du côté mammaire? Eh bien, s'il existe toujours sur la mammaire peu de signes diastoliques, et bien très probablement il s'agit d'une veine, d'une artère coronaire distale à haute résistance, et là on pourrait éventuellement se poser, ce qui n'est pas le cas de l'artère ventriculaire antérieure. Donc c'est clair. De précaution, de façon médico-légale, on évite de faire ça, hein. On évite de le faire. Cela dit, c'est pas comme ça la vie, ce sont des insuffisants rénaux qui demandent un accès. Eh bien, on choisit le faible flux diastolique, on privilégie le côté distal, bien entendu, et on évite le côté de l'IVA. Et puis, on peut éventuellement discuter des greffons libres mammaires. Pour conclure, eh bien, les fistules distales, c'est la référence pour la prévention des hyperdébits. L'examen régulier du côté de la main permet, comme les surveillances des débits de fistule et de débit cardiaque, la prévention ou du moins le traitement précoce de ces complications. Et on est amené à 2 choses, soit à supprimer ou à réduire ces fistules, et puis à se mettre en rapport avec les cardiologues et les néphrologues qui rentrent dans la discussion sur les fistules qui sont très élevées lorsqu'il y a une hypertension pulmonaire où il y a déjà un débit cardiaque. Donc voilà ce qui se passe pour les accès vasculaires, c'est que très régulièrement, eh bien, il y a une réunion multidisciplinaire avec tout cela, et quand on fait ça une fois par semaine, eh bien, on a très peu de thrombose, peu de sténose, et la discussion se fait en amont des complications. Je vous remercie. Merci, je vais demander à Lydie Steinmetz pour le commentaire.
J'ai peu de choses à dire. La présentation de Philippe est vraiment très complète sur l'état hémodynamique des patients porteurs d'une fistule artério-veineuse avec leurs possibles complications. Ce que je sais, c'est que l'ischémie, c'est les cas les plus difficiles à prendre en charge pour nous chirurgiens, parce qu'on a deux objectifs à tenir. Un, garder un abord vasculaire fonctionnel, et deux, avoir quand même un objectif aussi fonctionnel, c'est de préserver la main, voire le membre. Donc il faut bien connaître les techniques, il faut avoir un réseau, comme le montrait Philippe, assez complet, un cardiologue, un angiologue sur lequel on puisse vraiment compter pour pouvoir proposer la procédure la plus adaptée. Il y a peu d'endovasculaire dans l'ischémie de la main, c'est vraiment des techniques chirurgicales à bien connaître et à maîtriser. C'est vraiment l'hémodynamique là qui est prépondérante. Est-ce qu'il y a des questions? C'est difficile le volet l'ischémie. Merci à vous deux et on va demander.